BFM Business, les décodeurs de l'écho, Fabrice Lundi. Et 3 semaines de tension au Venezuela avec le président Maduro qui organise aujourd'hui une conférence pour la paix pour tenter d'apaiser les tensions. Le mouvement il est parti le 4 février à la frontière de la Colombie, dans une province proche de la Colombie. Puis après, il a gagné ensuite la capitale. Manifestation contre l'insécurité, contre la pénurie de biens alimentaires, entre autres, mais pas que ça, bien entendu, les coupures de courant. Et puis manifestation également contre le pouvoir corrompu. Et c'est vrai, Alfredo Valadao, vous êtes professeur à Sciences Po Paris, c'est ce que nous disait tout de suite votre homologue Philippe Chalmin de Dauphine. C'est un pays extrêmement corrompu. La corruption, elle est partout. Oui, c'est un peu le problème des matières premières, comme a dit mon homologue. C'est-à-dire qu'en gros, le Venezuela a toujours été un pays très corrompu, même avant Chavez. Le problème, c'est que ceux qui ont pris le pouvoir avec Chavez, en particulier une partie des militaires, beaucoup de militaires sont arrivés à des postes de pouvoir, à des postes dans les entreprises d'État, etc. Et petit à petit, s'est constitué au Venezuela ce qu'on appelle la bolibourgeoisie, la bourgeoisie bolivarienne, qui sont tous ces bobos à la sauce vénézuélienne. Ah, pas du tout, non, pas du tout. C'est les militaires qui se retrouvent à la tête des entreprises d'État ou des grands départements, etc. Et effectivement, avec l'argent du pétrole qui circulait à flot, le Venezuela n'a plus ni industrie, ni agriculture, ni services. Donc tout ça passe par le pétrole. Donc évidemment, c'était très facile de mettre la main dans cette affaire. Autre problème, c'est que le Venezuela est devenu l'un des principaux pays de transit pour le trafic de drogue vers l'Europe et l'Afrique depuis la Colombie. Et donc, il y a eu un certain nombre de cadres chavistes qui ont trempé dans le trafic de drogue et qui trempent probablement encore dans le trafic de drogue. Donc tout ça fait beaucoup d'argent qui circule, donc une corruption de plus en plus forte. Et en plus, avec un régime pseudo-démocratique où de plus en plus il y a des difficultés à contrôler le pouvoir, au contraire. Donc tout le monde se met la main dans la poche. Avec une presse qui est loin d'être libre, on a vu comment le correspondant de CNN donc avait été bien empêché de travailler, et puis la presse locale également, la chaîne colombienne aussi, qui n'a pu travailler tout à fait librement. Alors le pouvoir en place, Hugo Chavez est décédé donc il y a quasiment un an, c'était en avril 2013, mars 2013, élection le mois suivant, avril 2013, donc avec l'élection du dauphin, Nicolas Maduro. Bon, petite victoire quand même face à l'opposant donc Capriles. L'héritier de Chavez, c'est pas un homme très charismatique. Adeline Joffre, vous qui êtes spécialiste du Venezuela à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, pas d'autorité. Il gère les affaires courantes. Alors oui, il a quand même été ministre des Affaires étrangères pendant une longue période, donc on ne peut pas dire qu'il n'a pas d'autorité, il n'a pas été désigné pour rien. C'est un homme qui a un parcours politique, qui a été notamment à l'Assemblée nationale et puis ensuite donc appelé à des fonctions plus hautes. Mais au niveau du charisme, effectivement, c'est le jour et la nuit avec Hugo Chavez, et malgré tout, il a dû assumer ce rôle de successeur désigné que lui a conféré Chavez face par exemple à un Diosdado Cabello qui représentait l'aile plutôt militaire du chavisme, qui n'est pas très aimé au Venezuela justement parce qu'il est très corrompu et accusé vraiment dans ce sens-là. Donc Maduro, voilà, il ne vient pas de rien, mais il est confronté à deux gros problèmes avec une envergure politique qui est moindre que celle d'Hugo Chavez. Oui, alors dans un premier temps, donc cette protestation qui est née il y a 3 semaines, dans un premier temps, Maduro a commencé à parler de tentative de coup d'État, a tensé l'opposition de fascistes, de terroristes. Le gouvernement qui a même déployé des parachutistes dans la région, donc proche de la Colombie, où était née cette manifestation, en disant ils veulent transformer cette province en Benghazi du Venezuela, mais nous ne le permettrons pas, allusion évidemment au Benghazi de la révolution libyenne. Ensuite, il a accusé les États-Unis, il a accusé le Chili, il a accusé la Colombie, et puis aujourd'hui, il organise cette conférence. Ça traduit quoi à vos yeux, Adeline Joffre? C'est un début de recul du pouvoir?
Oui, on voit que le pouvoir est fragilisé, Maduro est fragilisé depuis son élection. Son élection a été contestée, il a mis beaucoup de temps à être accepté au plan interne, mais aussi international. Donc nécessairement, on voit qu'il a très peu de marge de manœuvre. Donc là, il a repris finalement les vieux ressorts du chavisme avec la théorie du complot, etc., l'impérialisme, dont là, on retrouve vraiment la rhétorique, entre guillemets, à la Chavez. Sauf que la situation n'est pas la même. Les gens sont vraiment excédés. L'opposition, depuis plusieurs Quand vous dites que les gens élections... sont vraiment excédés, c'est j'allais dire couches basses de la population, des populations les moins aisées, jusqu'aux populations les plus aisées en passant par les classes moyennes. Tout le monde en a marre de cette insécurité, de cette corruption. Oui, bien sûr. Ce sont des problèmes qui touchent le quotidien de tous les Vénézuéliens. Et là, il n'y a pas de quartier qui soit préservé. On le voit d'ailleurs dans les manifestations. Altamira, on manifeste, il y a des morts, pareil que dans les quartiers qui sont davantage populaires. Donc ça, c'est la préoccupation de tous les Vénézuéliens. Ça ne veut pas dire que tous les Vénézuéliens sont contre le gouvernement, c'est différent, mais en tout cas, ces préoccupations, elles sont là pour tout le monde. Et la situation est autre, et au niveau économique notamment, que sous Chavez. Donc Maduro, il essaie plusieurs choses. On voit qu'il n'est pas hégémonique non plus, ni peut-être tout à fait légitime au sein de son propre camp. Donc, il avance à vue, il navigue à vue. Il avance à vue. Juste un mot, puisque Alfredo Valadero, il y a quelques instants, mettait en avant donc la corruption qui gangrène toutes les couches de la société à cause du pétrole. Et l'armée s'est largement servie de la rente pétrolière. Est-ce qu'on peut imaginer que l'armée tente de reprendre le pouvoir ? C'est un peu la question qu'on se posait juste avant. Il y a une interrogation sur le statut de Diosdado, parce que on voit que Diosdado Cabello, qui est l'actuel président de l'Assemblée nationale et qui était aussi un homme de confiance de Chavez, qui représente l'aile militaire du chavisme, qui est resté en retrait, qui a respecté finalement la désignation de Maduro comme étant le successeur de Chavez. Alfredo Valadero, il faut faire un peu attention avec l'armée, parce que l'armée vénézuélienne a une tradition de petites sociétés secrètes à l'intérieur. Elle est très fragmentée. Avec Chavez, c'est vrai que Chavez a réussi à réunifier un peu tout ça en leur donnant des bonnes places économiques et politiques. Mais c'est vrai aussi que beaucoup de monde dans l'armée se méfie de la présence cubaine, et quelqu'un comme Diosdado Cabello, qui est président de l'Assemblée, est lui aussi un militaire. Maduro n'est pas un militaire. Donc lui, il a une certaine légitimité militaire, et je pense qu'il attend son heure, parce qu'il n'était pas tout à fait content avec l'idée de Maduro. Donc peut-être dans l'armée elle-même, on a beaucoup de divisions. Ça ne veut pas dire que l'armée en tant que telle va prendre le pouvoir. Elle est divisée. Mais c'est vrai qu'on peut avoir quelques rats qui abandonnent le navire, mais on ne sait pas encore quand. Philippe Moreau-Desfar, chercheur à l'IFRI. Est-ce qu'il y a au Venezuela aujourd'hui une force politique, ou je ne sais pas, les militaires, ou pas dire, qui a une vision claire de ce qu'il faut faire pour redresser ce pays ? Ah, alors oui, parce qu'on parlait c'est ça la vraie question. de l'opposition. Est-ce qu'il y a une alternative à Maduro en fait? Alors, Adeline Joffre. Alors l'alternative, moi je pense que l'opposition, je reviens sur l'opposition unifiée, on va dire, au sein de la MOUD, elle avait des propositions, elle continue. D'ailleurs, il y a eu une concertation assez récente avec Maduro et sur la question, sur l'économie justement, et notamment la question du prix de l'essence. Voir si on pouvait augmenter les prix de l'essence pour évidemment que fiscalement ça soit beaucoup plus intéressant, puisque vous l'avez dit dans le reportage, je crois 50 litres d'essence. Un plein, c'est quoi, 1 euro? 1 euro. Voilà, c'est ça. C'est moins cher que de l'eau. Donc effectivement, ça serait une mesure utile. Et c'était en concertation entre l'opposition et Maduro. Finalement, ça n'a pas abouti. C'est pour ça que Capriles aussi se méfie des déclarations finalement du gouvernement, et notamment de cette conférence de paix. Et en refusant d'aller à cette conférence sur la paix. Capriles, il a des idées, ce monsieur Capriles, il a des idées. Il a sorti quelques idées. Il a une quarantaine d'années, il est avocat, c'est lui qui avait défié Chavez. Il a sorti un certain nombre d'idées, en particulier en regardant du côté du Brésil. Il disait peut-être ce que fait Lula, ce qu'a fait Lula au Brésil, c'est peut-être ça l'idée, avoir une politique macroéconomique plus crédible et en même temps maintenir une certaine distribution. Je pense que c'est un peu ça. Je ne veux pas être méchant, mais on est en train quand même de voir les limites du modèle Lula. Le Brésil est à 2% de croissance, et le Brésil attend, comme une sorte de saint-sacrement, de pouvoir exploiter ses réserves de pétrole. Malheureusement, je ne veux pas être sinistrosant, mais le Venezuela est dans une impasse. Alors vous me direz, il y a pire. Et en vous écoutant d'ailleurs, je me disais, mais au fond, le débat que nous avons
Nous l'avons sur le Venezuela, c'est très très loin. Il y a un pays très proche de nous qui est exactement dans cette situation et qui n'a même pas la chance d'être une démocratie. Ça s'appelle l'Algérie. L'Algérie, c'est encore pire. Vous retrouvez les mêmes militaires, vous retrouvez alors là, le président n'est pas mort, mais on le sort de son catafalque pour le faire se représenter. Mais nous sommes exactement dans la même situation. Le budget algérien cette année va s'équilibrer avec du pétrole à $170 le baril. Donc c'est encore pire presque en termes de malédiction du pétrole que le Venezuela. Non, ce qui est très probable, c'est que c'est plutôt un modèle à la chilienne. Le modèle à la chilienne, alors je sais bien que ça écorche la gorge en France, il faut rappeler que la rente du cuivre et la manière dont elle est gérée, ça remonte à l'époque de Pinochet. Au passage, je voudrais quand même signaler à ceux de nos auditeurs qui ont peut-être eu des tendresses pour le chavisme que Chavez a été pendant longtemps une des icônes de la gauche française, qui était célébrée tous les mois dans le monde diplomatique. Monsieur Mélenchon, je crois, s'est rendu à ses obsèques et il me semble même... il y avait même comment s'appelle le ministre des Dom-Tom chez nous? Oh là là, Lurel, Victorien Lurel. Voilà, qui avait comparé Chavez à une des étoiles de la pensée mondiale, etc. Ceci étant, on n'a rien à dire. On a dit à peu près les mêmes choses pour Kadhafi que nous avons reçu, souvenez-vous, du camp du Drap d'Or à l'Élysée il y a seulement quelques années. Donc on n'a pas de leçon à donner. On n'a pas de leçon à donner parce que, justement, très rares sont les pays capables d'externaliser au fond. On sait quelle est la recette. C'est arriver à totalement externaliser les recettes du pétrole, les mettre sur des comptes totalement à part, de manière à ce que ça ne pollue pas l'économie. On appelait ça, les économistes avaient analysé ça, c'était le problème provoqué aux Pays-Bas par l'exploitation du gaz naturel au début des années 60. Ça avait été analysé par Jan Tinbergen, qui est un des premiers prix Nobel d'économie, et on appelle ça depuis le mal néerlandais ou la Dutch disease. Donc, même un pays, je dirais, aussi avancé en termes de démocratie, etc., que les Pays-Bas, avait été victime de cela. Donc, ne demandons pas au Venezuela des choses extraordinaires. Simplement là, il faut être conscient du fait qu'il est tombé extrêmement bas. Sa chance est peut-être quand même d'avoir, me semble-t-il, en vous écoutant, quelques semblants de ressort démocratique. Oui, justement, est-ce qu'on a l'habitude dans un pays dirigé par Chavez, comme ça, pendant une quinzaine d'années, de mettre autour de la table la majorité et l'opposition? En tout cas, l'opposition qui voudra bien venir participer à cette conférence de paix qui est menée aujourd'hui. Adeline Joffre. Non, là, on est dans une autre configuration, effectivement, aujourd'hui, avec ces tentatives de concertation. Je rappelle que la première avait eu lieu en décembre avec les élus d'opposition, donc les maires et les gouverneurs. Capriles ne s'y était pas présenté, d'ailleurs, donc on avait eu un succès en demi-teinte, mais surtout une conférence qui avait donné une sorte de show finalement politique, plus un signe d'injonction que de concertation. C'est aussi pour ça que l'opposition aujourd'hui, il va un peu à reculons et se méfie. Je voulais juste ajouter quelque chose par rapport au pétrole, qui me semble quand même assez différent. Et pourquoi la situation aujourd'hui est aussi catastrophique au Venezuela? Ça tient à la situation de PDVSA. Donc les cadres de PDVSA qui étaient formés, qui étaient ultra préparés, c'est une entreprise qui tournait extrêmement bien avant 2002, ont été, donc c'est l'ordre de 18 000, je crois, ont été remerciés suite aux grèves, d'ailleurs, qui n'était pas une manière très diplomate ni très légale d'agir. Cela étant dit, le résultat, ça a été que ces ingénieurs ont été remerciés et que depuis, l'entreprise pétrolière a beaucoup de mal à produire les quotas, vous le disiez, imposés par l'OPEP, mais aussi il y a autre chose. Ça veut dire qu'il y a de gros problèmes de gestion. La maintenance n'est pas nécessairement faite. Ça a donné lieu à 2 catastrophes dans des raffineries. Donc on voit que le problème s'est creusé, en fait. C'est pas juste des questions de distribution de la rente ou de politique. Bon, on va y revenir dans un instant, justement, donc sur le Venezuela complètement dépendant du pétrole, mais qui pourrait tellement plus en gagner, justement, en profiter de cette manne pétrolière. On en parlera notamment avec Philippe Chalmin, auteur de ce rapport annuel qui fait foi, le rapport sur les matières premières Cyclope, et puis les autres décodeurs. À tout de suite sur BFM Business. Les décodeurs de l'écho. Sur BFM Business, l'écho, c'est clair.